Et bonjour à tous, bienvenue pour un live pré-Super Bowl sur la chaîne de Touchdown Actu. Un live, j'ai envie de dire presque traditionnel, puisque nous allons faire le poste par poste. Nous allons comparer deux effectifs et décider dès ce soir qui va gagner le Super Bowl 60 entre les Seattle Seahawks et les New England Patriots. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi Alex. Salut Alex! Salut Victor, salut à tous, salut aussi à Camille. Évidemment, évidemment, on ne l'oublie pas, c'est l'homme sans qui il n'y aurait pas de live, hein. Nous sommes Exactement. remplaçables, mais lui ne l'est pas. C'est Camille Saraben. Bonjour à toi, Camille. Salut à tous. Camille qui évidemment attend ce Super Bowl avec encore plus d'impatience que nous, puisqu'il est fan des Seahawks. Bonjour à Blackbird, à GM 1901, à Alicia Matt, à TB Charcot, à Caribert, à Poussin Fou, à Julien Brossillon, à Trémoche et à tous les gens qui sont en train de nous rejoindre. On va évidemment commencer assez rapidement. Je vous rappelle un peu le principe de l'émission. On va comparer du coup les effectifs quarterback, ligne offensive, jeu de course, jeu aérien. Ensuite, on va passer en défense avec la ligne défensive, les linebackers, les defensive backs. On aura évidemment les équipes spéciales. On terminera quand même en parlant un peu des coachs, surtout cette année où ça peut avoir une importance. Et à la fin, évidemment, je demanderai à Alex son pronostic qui devra être le bon parce que sinon, évidemment, on va avoir un problème. Parce que nous sommes des experts avec un grand H, quand même, à le dire nos amis de Trash Talk. Ouais. À préciser que Euh, j'avais annoncé Broncos contre Rams. Donc voilà, c'est pour dire le niveau de précision des prédictions. oui, très moche qui nous dit ce ne sont pas les Bills qui vont gagner le Super Bowl. Eh bien non, pas cette saison, peut-être l'année prochaine, sous l'égide de Joe Brady, qui a été nommé en tant que coach des Bills. On va commencer tout de suite, Alex, si tu es prêt, avec le poste de quarterback. Au niveau du quarterback, on a deux profils très différents. On a Drake May, jeune joueur, évidemment, sophomore, c'est-à-dire joueur de deuxième année, qui a réalisé une saison extraordinaire, puisqu'il est en course aujourd'hui pour le titre de MVP. Il a réalisé 4394 yards, 31 touchdowns, 8 interceptions. Et de l'autre côté, on a un revenant, Sam Darnold, 4048 yards, 25 touchdowns, 14 interceptions. Mais par contre, en playoff, là, autant on a vu un Drake May un peu timide. Bon, contre Houston, on pouvait dire que c'est la météo. Contre les Broncos, on peut dire que c'est la défense. Mais tu nous diras ton avis. Par contre, on a vu un Sam Darnold rayonnant. Vers qui ton cœur balance entre Sam Darnold et Drake May? Écoute, que tu l'as dit, deux quarterbacks avec des profils sensiblement différents. Je pense que intrinsèquement, par rapport au talent pur et aux compétences multiples, enfin la panoplie de quarterbacks, pour moi, Drake May est peut-être un petit peu en avance. Je m'explique. C'est un joueur qui, depuis 2 ans, ne fait que progresser. Euh, il compose avec un corps de receveur, on y reviendra, qui est pas forcément élite, qui est pas forcément le meilleur de la ligue, et pourtant ça avance, ça avance bien. Il n'a pas montré de signes de stress ou de pression. Alors tu l'as dit, les 2 premiers tours de playoff ont été peut-être un peu poussifs, mais il faut voir les défenses qui s'est ramassé quand même. On parle des Texans et des Broncos, plus les conditions climatiques à Denver qui ont été plus que compliquées. Pour autant, il a quand même, malgré des statistiques qui, si on les prend froidement comme ça, sont pas terribles. Je trouve qu'il a quand même tenu la baraque. Il a ramené les Pats. C'est lui qui allait marquer le touchdown des Patriots. Et bah, mine de rien, son équipe fait corps autour de lui. Et je vais revenir sur Donald après, mais ça, je pense que c'est quand même le signe des grands quarterbacks. Il est très jeune, mais voilà, il est présent et il tient la pression. Ce qui n'est pas forcément le cas de son adversaire. Ah, je suis pas forcément d'accord. On va y revenir. Mais en tout cas, il y a un point qui est intéressant, c'est que
toute la saison, on a rabâché que le calendrier des Patriots était facile, que ça explique leur bilan, etc., etc., et que c'est pour ça qu'ils ne devaient pas être MVP, etc. Ce qui est vrai, par ailleurs. Par contre, il y a un point que tu mentionnes qui est très intéressant, c'est que les receveurs, la ligne, etc., on va y venir, c'est pas le top du top de la ligue, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et pourtant, il a réussi à bonifier un peu tout autour de lui. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Après, voilà, il a eu des playoffs très timides. Comme tu l'as dit, entre la pluie à Houston et le blizzard à Denver, c'est pas cadeau. Déjà que les deux défenses étaient pas cadeau de base. Enfin, je dis à Houston, non d'ailleurs, c'était à New England, mais vous m'avez compris contre Houston. Euh, Malgré tout, moi je vais défendre un peu Sam Darnold. Tu vois, tu disais résister à la pression. C'était vrai l'année dernière. L'année dernière, il a eu, on va dire, quasiment deux matchs de playoff. La dernière semaine de saison régulière contre les Lions, puis le match de playoff contre les Rams où il n'a pas été bon, clairement. Et on l'attendait au tournant pour savoir s'il pourrait être bon cette saison. Il a fait ce qu'il fallait face aux Niners, pas trop, en plus il était blessé, mais je trouve qu'il a été rayonnant contre les Rams et on peut lui reconnaître ça. Est-ce que c'est sur le long terme, on verra, mais au moins, est-ce que Sam Darnold peut briller dans un grand match? Bah, il a quand même brillé dans un grand match la semaine dernière. Oui, il a brillé, il a été exceptionnel même, je dirais, contre les Rams. J'ai vu faire des lancers qu'on lui connaissait pas forcément. Euh, Maintenant, voilà, historiquement, depuis le début de sa carrière, c'est un joueur qui est capable de craquer, vraiment, littéralement de débrancher son cerveau et d'envoyer 4, 5 interceptions. Là, on parle du match le plus important de sa carrière, un niveau qui n'était pas, enfin, comment dire, un match dans lequel il n'était pas du tout attendu. Les deux équipes hein, n'étaient pas forcément attendues là, mais lui particulièrement. Alors c'est super, c'est la belle histoire, début de carrière particulièrement compliqué aux Jets, puis des postes de doublure avant de revivre l'année dernière. Peut-être qu'il a mûri, peut-être qu'il a passé un cap, et après tout, il rentre dans son prime, comme on dit, par rapport à, il doit avoir 27, 28 ans, enfin, il est vraiment dans les super années de quarterback. Euh, Intrinsèquement, les capacités, elles sont là. Moi, j'ai quand même peur de la craquante mentale. Voilà, je suis pas encore totalement vacciné, et je pense que ça, il y a une bonne partie du match qui va se jouer sur ça. Voilà, donc Oui, on va pas écourter le live pour autant pour parler des autres postes, mais je pense que de sa capacité à tenir la pression ou à s'écrouler va vraiment dépendre l'issue du match. oui, alors je suis d'accord malgré tout. Ok, il est arrivé très jeune hein, dans la ligue. À part Anthony Richardson, je ne sais pas s'il y a des quarterbacks qui sont arrivés aussi jeunes. En tout cas, dans les premiers choix de draft. Il est arrivé extrêmement jeune, il est arrivé aux Jets, dont on voit que de toute façon, ils détruisent psychologiquement n'importe quel joueur qui porte leur couleur. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Et là, quand même, il a réussi et aux Vikings et aux Seahawks à faire des bonnes saisons. C'est pas anodin. Cela étant dit, notre vote final, je pense que Alex, on sera d'accord là-dessus. Notre vote final va aller à Drake May, malgré tout, qui reste quand même le plus gros potentiel des deux. C'est le plus gros potentiel, c'est un joueur qui va être All-Pro normalement régulièrement les 10 ou 15 prochaines années. Et ce qui fait la différence pour moi ici, c'est sa capacité à courir, que n'a pas forcément Darnold. Lui, il peut aller chercher les yards, il peut aller chercher les touchdowns à la course, il n'a pas peur du contact. Donc c'est pour ça que je vote Drake. Mais Eh bien, ça fait 1-0 pour nos amis des Patriots. On passe à la ligne offensive. Alors, la ligne offensive, on a deux cas différents. On a du côté des Patriots un côté gauche très jeune avec Will Campbell et Jared Wilson, qui sont tous les deux des rookies, avec Garrett Bradbury, Mike Onwenu et Morgan Moses, donc plus expérimentés du côté droit. Bon, ligne offensive qui a été meilleure que prévu cette année. Et de l'autre côté, on a au niveau des Seahawks Charles Cross au poste de tackle gauche, Grezabel le rookie à côté de lui, Jalen Sundell le centre, Anthony Bradford le garde et Abraham Lucas
Le tackle droit, Alex, là encore, on a peut-être finalement une constante. C'est deux lignes offensives qui, sur le papier, ne devaient pas être si bonnes que ça et qui, finalement, sur le terrain, ont plus que fait le travail cette saison. Ouais, alors celle des Patriotes, effectivement, elle n'était pas attendue à la même, enfin à ce niveau-là. Pour autant, je l'ai trouvée quand même par moments assez irrégulière, et notamment le rookie Will Campbell. Alors attention, je Hmm. suis pas en train de dire qu'il fait une mauvaise saison, loin de là, mais il a été blessé au milieu de saison, il est revenu un peu prématurément, et je l'ai vu prendre des fois boire la tasse, mais vraiment sèchement, Ouais. notamment pendant les playoffs. Ça avait été le cas contre les Browns, c'est Miles Garrett. Bon, c'est Miles Garrett. Donc ça peut s'expliquer, mais il y a des matchs où il est vraiment en dessous. Hmm. Tu l'as dit, c'est voilà, c'est un côté gauche qui est très jeune. Morgan Moses, c'est plus expérimenté, mais c'est pas la panacée. C'est pas une superstar au poste de tackle. Pour moi, il y a un vrai avantage au niveau du pass pro pour les Seahawks avec Charles Cross et Abraham Lucas. D'ailleurs, les statistiques sur la saison régulière le montrent. Il y a quand même une bonne différence de sacs concédés par Darnold par rapport au sac concédé par Drake May. Donc là-dessus, sur la partie vraiment passe protection, je pense que même si les Patriots ont été à meilleure fête qu'escompté, il y a quand même un petit gap avec les Seahawks. Charles Cross, ça fait pour moi maintenant partie des vraies valeurs sûres au poste de tackle gauche. Will Campbell, il va falloir confirmer. Je suis d'accord avec toi. On parle évidemment du tackle gauche en priorité parce que c'est le côté aveugle hein, du quarterback. On a deux quarterbacks droitiers dans ce Super Bowl, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Je trouve aussi que Grezable a été assez extraordinaire pour un Ouais, rookie. Si les clairement. lignes offensives étaient un peu plus considérées, dans une faible année offensive, honnêtement, il aurait pu être rookie offensif de l'année pour moi. Mais on sait comment ça marche, hein. C'est priorité au quarterback, au receveur, au coureur. Il a totalement transformé l'intérieur de la ligne. C'est impressionnant, effectivement. Surtout que, alors par contre, un truc qu'on peut dire, c'est que le pire joueur des 10, c'est Anthony Bradford. Je ne comprends pas ce qu'il fait encore comme titulaire. Il est catastrophique. C'est vraiment, ça va être la priorité numéro un de le remplacer l'année prochaine. J'en peux plus de voir Bradford semaine après semaine détruire le travail de tout le monde autour de lui. Cela étant dit, je serais plutôt de ton avis. Je pense que les tackles, c'est légèrement supérieur au niveau des Seahawks. Et au niveau d'intérieur de la ligne, je dirais que c'est équivalent. Sachant qu'on a aussi, on parlait de joueurs qui peuvent dégoupiller, Bradbury, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie aussi. Donc voilà. Très moche qui nous dit Darnell Wright est bien All Pro. Oui, bon. D'accord. Cela étant dit, du coup, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un vote Seahawks pour cette ligne offensive? Notamment, c'est vrai qu'au niveau du run, enfin de la course, c'est après équivalent, mais c'est la protection de passe qui fait la différence. Bah, on sait que sur un match à cet enjeu-là, un sac avec un fumble peut faire la différence, hein. On se rappelle des Patriots contre les Falcons, par exemple. Donc, c'est la paire de tackles qui fait le baromètre. Et pour moi, la paire de tackles, elle est nettement supérieure du côté de Seattle. Et c'est donc l'égalisation pour les Seattle Seahawks qui remportent ce duel de ligne offensive. Jeu de course. Très intéressant, le jeu de course. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a un duo au niveau des Patriots. On a Trevion Anderson, le rookie, et Ramondre Stevenson, un peu plus expérimenté, qui semble avoir enfin mis de côté ses problèmes de fumble. Et de l'autre côté, on a un Kenneth Walker qui se retrouve un peu orphelin, puisque Zach Charbonnet est blessé et ne disputera pas ce Super Bowl. Malgré tout, Kenneth Walker, il est rayonnant pour l'instant dans ses playoffs. Alors du coup, Alex, est-ce qu'on préfère deux bons joueurs ou le meilleur coureur tout seul? Alors, attention, intrinsèquement, je suis pas sûr que Kenneth Walker soit le meilleur des trois. Mais bon, ça, c'est un autre Oh. débat. Alors là, moi, je peux te dire que il n'a pas la carrière escomptée parce qu'il a eu blessure sur blessure et que son corps a jamais été tranquille.
Mais alors, tu penses peut-être à Henderson. Moi, je pense quand même que Kenneth Walker, Ouais. c'est un C'est un niveau très bon au-dessus. coureur, c'est un très très bon coureur, mais j'ai vu des flashs d'Henderson cette saison. Franchement, j'ai hâte de voir la suite, honnêtement. Certes, certes, certes. Je l'ai vu faire, enfin voilà, sa capacité d'accélération de vitesse est incroyable. Ceci étant dit, moi j'aurais tendance à privilégier le duo. Pourquoi? Parce que c'est un duo, pardon, qui est complémentaire et qui apporte deux choses différentes. On a le cheval de trait avec Ramondre Stevenson qui va tabasser la ligne à longueur de temps et qui va fatiguer cette ligne. Et après, on a justement Henderson qui, par intermittence, la semaine dernière, j'ai vraiment eu l'impression qu'il a eu peu de ballons contre Denver. Est-ce que c'était fait exprès par rapport aux conditions climatiques? Peut-être. Mais si une fois que la ligne de Seattle va commencer à baisser un petit peu en termes d'énergie, balancer Henderson pardon, et sa vitesse, ça peut faire vraiment du vilain. Et c'est cette complémentarité-là qui, pour moi, leur donne l'avantage. Parce que côté Seattle, s'il y avait eu Charbonnet, on était vraiment dans une configuration similaire, avec un profil rentre-dedans et un profil plus aérien, enfin agile. Mais voilà, tu l'as dit, il est pas là, Charbonnet. Et ça, je pense que c'est quand même un handicap assez important parce que sur les ballons dans les 5-10 yards, est-ce que Kenneth Walker a la même capacité de perforation que Charbonnet? Non. Là où les Patriots auront les deux joueurs. Donc Mm. auront possibilité de créer euh, de l'inconnu face à leur adversaire, ce qui va pas forcément être le cas des Seahawks. Oui, t'es au fan des Vikings qui dit avec Charbonnet, j'aurais préféré le duo de Seattle. Bah moi, Oui, c'est un peu le cas. Il y aurait eu Charbonnet, j'aurais voté bien sûr. Seattle. Hmm, pareil. Il faut, Là, oui, vas-y. Pardon, il faut reconnaître que Stevenson, autant l'année dernière, il avait vraiment été très très inquiétant, autant cette année, il est revenu à ce qu'on avait pu voir un peu au tout début de sa carrière. Oui, Il bien est sûr. perforant, il perd plus de ballon, et ça donne vraiment ce côté aigle à deux têtes voilà, qui fait la différence. Je suis d'accord avec ça et c'est donc un point qui va revenir aux Patriots qui repassent devant 2-1. C'est très équilibré pour l'instant. On va arriver sur peut-être la partie la plus déséquilibrée, en tout cas offensivement. Euh, Puisqu'on a nos amis des Patriots sur le jeu aérien, il y a Stephon Diggs à 1013 yards, il y a Hunter Henry à 768 yards. Derrière, on n'oublie pas Kayshon Boutte, hein, qui est très bon pour l'instant dans ses playoffs. Mais en face, mais en face, on a les 1793 yards de Jackson Smith Njigba, peut-être le meilleur ou un des deux meilleurs receveurs de la ligue cette saison avec Puka Nacua. On a un Cooper Cup discret en saison régulière, mais qui est toujours là pour faire les catchs importants. On a Edgy Barner et notre ami, j'ai perdu son nom, Eric Sobert, qui font un duo de tight end, d'abord bloqueurs, hein, mais qui peuvent aussi être des receveurs. Et on a évidemment Rachid Shahid, la menace profonde, qui est arrivé en cours de saison et qui a transformé cette équipe et en attaque et en équipe spéciale. On parlera d'équipe spéciale un petit peu plus tard. Alex, est-ce que je m'enflamme si je dis qu'il n'y a pas match? alors, c'est fascinant parce qu'il n'y a pas match, et pourtant, l'attaque aérienne des Patriots en saison régulière a fait plus de yards que l'attaque aérienne des Seahawks. Oui, C'est mais ça parce qui que les est, Seahawks, ils n'avaient pas besoin de jouer les quatrième carton. peut-être, mais pourtant ils ont une plus grosse adversité que les Patriots. Donc, mais bon, c'est que les Seahawks, pardon. Non, enfin, bon, vous avez compris la On s'est logique. compris. Euh, Clairement, le trio de receveurs des Seahawks, tu l'as dit, Smith Njigba, c'est peut-être le meilleur receveur de la saison, ou en tout cas premier ex-aequo avec Nakwa. Rachid Shaheed, il a apporté ce qui manquait dans cette attaque, cette verticalité. Il s'est intégré hyper vite et je trouve que ça crée vraiment un mismatch et une complexité à lire le jeu aérien qui n'y avait pas forcément en début de saison. Enfin, vraiment, ça le complète parfaitement. Et Cooper Cup, c'est Cooper Cup. Sur un tracé avec ses mains, il peut faire la différence sur un troisième down important. Il sera pas forcément MVP du Super Bowl cette année, comme ça avait été le cas il y a 4 ans avec les Rams. Par contre, il peut faire la différence. Et voilà, à la manière
d'un Edelman un peu à l'époque des Patriots, ou le catch qui va faire le comeback en quatrième quart-temps, ou ce genre de choses. C'est vraiment un joueur super fiable. Par contre, euh, pourtant, je suis assez haut sur Hadji Barner et sur le reste de sa carrière, mais je pense que les tight ends des Patriots peuvent vraiment jouer leur partition pendant ce match-là. On y reviendra tout à l'heure si on parle un peu des coachs, mais on sait que voilà, McDaniels, il connaît ce genre de rendez-vous et il a souvent gagné avec des tight ends. Mhm. Hunter Henry, il est plus de première jeunesse, mais c'est pas le premier tight end venu quand même, donc ça peut avoir son importance. Là aussi, sur des troisièmes tentatives à convertir un peu compliquées. Euh, c'est pour ça que je les enterrerai pas complètement. Par contre, voilà, il y a quand même un vrai gap de talent, clairement. Stephen Diggs est quand même sur le déclin, on va pas se mentir. Et autour de lui, il y a pas mal de monde, mais vraiment des seconds couteaux peu aiguisés malgré tout. Même si Keishon Boutte a quelques flashs assez intéressants. Oui, il y a Boutti, il y a des Mario Douglas aussi que j'ai pas mentionné, etc. Il y a des joueurs, il y a un amas de joueurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une star. Enfin, il n'y a pas un Jackson Smith et Njigba aujourd'hui chez les Patriots. C'est assez clair. Et je trouve, mine de rien, que voilà, Cooper Cup, j'avais trouvé décevant en saison régulière, beaucoup de fumbles, etc. Mais là, on retrouve un peu le Cooper Cup. C'est-à-dire, il sera plus le receveur productif qu'il a été. Mais qu'est-ce qu'il est malin, qu'est-ce qu'il est malin. Il y a ce côté vraiment receveur de possession Cooper Cup, receveur à tout faire, surtout en zone intermédiaire Smith Jigba, menace profonde Rachid Shahid. Il y a tout. Il y a tout ce C'est qu'il ça. faut. Donc c'est plus complet, c'est plus talentueux. Au niveau des Patriots, je suis d'accord avec toi que bon, Hunter Henry, même en soi, Austin Hooper, ça reste un nom qu'on connaît, qui a su être productif dans une autre vie. Donc, C'est ça ça, reste dans une autre bon. vie quand même. Il a baissé quand même, hein. Oui. Beaucoup. Je trouve que, par contre, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément mentionné dans le jeu de course, mais je trouve des tight ends des Seahawks bien meilleurs bloqueurs, par contre. Ça peut être un facteur aussi dans ce genre de match. Là, on parle du jeu aérien. Est-ce qu'on peut acter l'égalisation des Seattle Seahawks? Oui, largement. Ça peut être vraiment un feu d'artifice. Eh bien, du coup, ça fait deux partout. Je vais voir un peu sur le chat. N'hésitez pas à nous dire, à voter, évidemment. Attaque des Seahawks, attaque des Patriots. On récapitule. Le quarterback, c'est Drake May. La ligne offensive, c'est Charles Cross, Grezabel, Abraham Lucas et compagnie. Le jeu de course, c'est Trevion Anderson et Ramondre Stevenson. Le jeu aérien, c'est Jackson Smith, Njigba, Cooper Cup, Rachid Shahid. Écoute, moi j'entends beaucoup, je lis beaucoup par ailleurs que ça manque de star power, etc. Machin. Ça manque Alors, de star power. ok, mais il y a quand même des sacrés bons joueurs. Je trouve, mine de rien. Enfin, ça manque de star power en soi. Drake May va finir très Alors, probablement numéro 2 au vote du MVP. Donc, ouais, je est-ce suis que même pas surpris qu'il vraiment on gagne. peut considérer que... Oui, non, mais c'est même pas impossible qu'il gagne. Mais ce que je veux dire, c'est que, franchement, est-ce que vraiment on peut considérer que c'est pas une star? Bon, sur la saison, c'en est une. En Jackson fait, Smith et Jigba, sur la saison, c'est une star. ce sont deux équipes qui n'étaient pas forcément prévues si vite dans les matchs, Certes. voilà, dans les grands matchs et le Super Bowl en l'occurrence. Donc en fait, on est face à une nouvelle génération de joueurs qui vont être des stars, mais qui ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que tu passes euh, de mecs comme Patrick Mahomes, Travis Kelce, euh, chez les Niners, il y a eu des Nick Bosa, des Fred Warner. Aux Eagles, c'est bien placé pour le savoir. Il y en a un paquet de méga stars, Edgy Brown, Devonta Smith, même Jalen Hurts, Saquon Barkley. Là, t'es pas dans cette catégorie de joueurs. Tu es sur des joueurs en devenir. Smith Jigba, ça va être un des top 3 pendant encore au moins 5 à 10 ans, pas de souci. Mais c'est sa première énorme saison. C'est pas encore Jamar Chase ou Justin Jefferson. Ça va le devenir en 2026, mais ça l'est pas à l'heure actuelle. On en parlera dans quelques instants, des Nick Emmanwori, ça va devenir une méga star, je pense. Mais c'est pas aujourd'hui encore le cas. C'est pour ça que on ne peut, enfin, ça serait hypocrite de dire qu'il y a le même star power que les années précédentes. C'est quand on regardera dans le futur, dans quelques années, qu'on regardera ce Super Bowl, on se dira ah ouais, il y avait du monde quand même. Mais aujourd'hui,
Ce sont beaucoup des jeunes quand même. Eh ben écoute, on verra qui l'emporte, mais en tout cas, on n'est pas plus avancé après l'attaque. Donc on va passer tout de suite à la défense. On va commencer par la ligne défensive. Alors je dis tout de suite, hein, parce que, bon, la défense des Seahawks, tout le monde en parle toute la saison. La défense des Patriots, ça a été quelque chose. Et quand même, on en reparlera plus tard, mais on rappelle qu'on est en face de deux head coachs défensifs. Donc mine de rien, on a des équipes qui sont extrêmement bien préparées. La ligne défensive, du côté des Patriots, nous avons Christian Barmore, Khyiris Tonga, Milton Williams, Harold Henry, Calvin Chason aussi, qui est considéré comme linebacker extérieur, mais on va dire que c'est un pass rusher quand même, qui a quand même un peu connu une résurrection lui aussi cette saison. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Du côté des Seahawks, Demarcus Lawrence, Byron Murphy, Leonard Williams, Derrick Hall. On peut même rajouter Drake Thomas, Jaran Reed, si vous voulez. Alors, il y a du très beau potentiel du côté des Patriots, mais est-ce que les Seahawks, c'est pas trop complet pour cette équipe des Patriots? C'est à la fois trop complet, trop homogène, trop profond. C'est assez impressionnant finalement. L'essor, la résurrection de certains. Leonard Williams, on sait qu'il a été irrégulier une saison avec, une saison sans. Bah, cette année, c'est la bonne saison. Il est All-Pro, hein, si je me trompe pas. Demarcus Lawrence il revit. Byron Murphy, bah, il confirme pourquoi il a été pris si haut par Seattle. C'était l'année dernière, je pense, en 2025, ou peut-être l'année d'avant, mais enfin, en tout cas, ça fait pas longtemps qu'il est là. Euh, c'est hyper solide. C'est hyper solide, je dis, hyper homogène. Il n'y a pas une tête d'affiche avec 15 sacs, mais il y en a beaucoup qui ont 7 8 sacs. Et c'est ce qui fait que ce danger qui peut venir un peu de partout, c'est ce qui fait la force, je pense, de cette défense. En priorité, c'est cette ligne et cette capacité à faire briller, enfin, qu'il y en ait un qui brille par intermittence. C'est un peu sur comment dire, la même structure, arrête-moi si je me trompe, des Eagles, où il n'y a pas forcément un leader en pass rush, mais vraiment un danger qui peut venir de partout. Ça me fait un peu penser à ça, avec peut-être un petit peu moins de tête d'affiche, on l'a dit, moins de star power, mais une efficacité tout aussi redoutable. Je suis d'accord avec ça. Ce qui est rigolo quand même, c'est que, et j'ai oublié de parler de Nwosu aussi, Uchenna Ouais. Nwosu du côté des Sioux. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on est sur deux équipes. Il y a des bons pass rushers, hein. Mais la vraie force de la ligne défensive des deux côtés, c'est les defensive tackles. C'est l'intérieur. C'est ça qui est assez incroyable. Et alors moi, je tiens à dire, bon, Leonard Williams, on sait que c'est un très bon joueur. Ça fait des années que c'est un très bon joueur. Le genre de joueur qui est un vrai pro bowler qui parfois a pu un peu être aux frontières du All Pro, jamais vraiment suffisant, mais bon. Byron Murphy, franchement, s'il n'est pas All Pro cette saison, ça va m'énerver. Parce que je trouve que personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle, si, tu en as parlé, la preuve. Mais alors, il est vraiment extraordinaire cette saison. C'est sa deuxième année, c'est un sophomore. Et donc, je trouve que ce duo-là est absolument phénoménal. De l'autre côté, tu l'as dit, hein, il y a quand même impossible de ne pas parler de Milton Williams. Milton Williams, recrue venant des Eagles, donc forcément excellent joueur. Non, mais en vrai, Milton Williams, quand il a été signé, c'était quasi. Je me demande si c'était pas le plus gros contrat C'est le défensif plus qui a gros contrat de été. l'année dernière. Ouais, tout à Voilà, fait. on s'est dit quand même, est-ce qu'il n'a pas été porté par Jalen Carter? Est-ce que vraiment il est capable tout seul de faire ça? Eh ben oui. Ouais. C'est une signature qui a été très critiquée, ouais, par rapport aux Et, autres, et hein. d'ailleurs, quand il était absent, on l'a vu qu'il était absent, hein. C'était pas la même défense avec ou sans lui. Donc clairement très bon. Christian Barmore très bon aussi. On a deux belles lignes défensives. Là encore, peut-être que ça va être notre fil rouge. Ça manque peut-être de star power. Il n'y a pas le pass rusher à 15 sacs. C'est vrai. Mais c'est homogène. Il y a du talent partout. Et c'est assez extraordinaire. Malgré tout, avantage, j'allais dire décisif, mais enfin, avantage sur cette catégorie pour les Seattle Seahawks. Oui, c'est pas forcément flagrant en termes de chiffres ou même en termes de rendu visuel sur le terrain, mais pour moi, je pense qu'il y a quand même une vraie différence. Voilà,
Attention, tu l'as dit, Cleven Chesson, le revenant, complètement inexistant pendant les premières années de sa carrière, et cette année, j'ai trouvé vraiment bon. À chaque fois que que j'ai regardé les Pats ou que j'ai couvert les matchs, il m'a vraiment bluffé par rapport à ce qu'il a été. Il a fait, voilà, il a fait des gros jeux pendant ses playoffs, donc peut-être que ça peut être un facteur X. Malgré tout, la ligne défensive des Seahawks me paraît pas infranchissable, mais en tout cas hyper solide et complète. Je suis d'accord, et c'est donc un point pour les Seattle Seahawks qui, pour la première fois depuis le début de ce podcast, prennent de l'avance avec 3 points à 2. Alors évidemment, ça sera à la fin à pondérer parce que par exemple, un quarterback est un petit peu plus important que le reste. Mais bon, bref, on y reviendra quand ça sera le cas. On va passer au niveau des linebackers. Alors là, pareil. Ça va être un vrai duel parce qu'on a d'un côté, bah, on va dire, c'est un peu difficile dans la NFL aujourd'hui parce que comme il y a les linebackers extérieurs qui sont des pass rushers, qu'est-ce qu'on considère comme des linebackers, qu'est-ce qu'on considère comme des pass rushers? Il y a des joueurs qui vont faire un peu double emploi ici, mais bon. Du côté des Seahawks, on a parlé un peu de Drake Thomas, on a parlé de Nwosu, on peut parler de Boye Mafe aussi, qui est ce joueur un peu intermédiaire, effectivement. Il y a Ernest Jones, il y a Tyrese Knight, il n'y aura pas de Chase Surratt qui est sur Injury Report. Et du côté des Patriots, on a Robert Spillane, on a Christian Ellis, on a Jack Gibbons, Martin Mapou, on a de la profondeur, mine de rien, au niveau des Patriots. Là encore, au niveau des linebackers, est-ce qu'on considère que Ernest Jones, dans tout ce marasme de joueurs, est la star au poste par rapport à la concurrence? En tout cas, c'est celui qui rayonne le plus, statistiquement parlant, en termes de plaquage. Voilà, c'est vraiment le leader de ce milieu de terrain avec une capacité voilà, à renouveler les efforts et à plaquer sans relâche, sans relâche, sans relâche. Vraiment une super acquisition, il faut le rappeler, de Schneider. C'était en cours de saison, je crois, hein, qui vient des Rams l'année dernière. Donc, franchement, c'est lui qui ressort. Par contre, j'ai vu vraiment de très bonnes choses avec Ellis, notamment, pendant ses playoffs. J'ai trouvé une polyvalence que je soupçonnais pas forcément. Donc, pour moi, c'est vraiment le poste où il y a le plus de débats, finalement, la ligne sur laquelle c'est le plus difficile de me positionner. Je serais pas... Si on pouvait dire match nul, tu vois, moi je partirais là-dessus. Parce que je trouve que l'attelage des Patriotes, alors attention, la situation de Spillane, il a passé un gros moment sur le terrain, hors du terrain la semaine dernière. Mhm. Est-ce qu'il sera à 100%? Mais ce binôme-là, c'est quand même super solide, malgré tout. Oui, bah, il y a quand même une patte Mike Vrabel, hein, parce qu'on rappelle que C'est Mike vrai. Vrabel, si vous n'êtes pas comme nous des vieux croutons, vous ne savez peut-être pas, mais il était linebacker. Il recevait aussi des touchdowns d'ailleurs. Il en a reçu un au Super Bowl. Tiens, ça, à mon Euh, avis, il va falloir surveiller ça. Le petit ouais, trick play pour le linebacker. je suis d'accord qu'il va nous faire un coup de Eagles Patriots. Alors encore une fois, le Eagles Patriots de 2004, hein, nous sommes des vieux croutons. Comme je le disais, en tout cas, je suis d'accord avec toi qu'on a l'impression. Sur le papier, les noms les plus rayonnants, ils sont du côté des Seahawks, mais j'ai l'impression que Mike Vrabel, il tire le meilleur de ses joueurs, surtout à ce poste qu'il connaît si bien. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu égal. Aspect technique, Camille Sarabène, est-ce qu'on a l'égalité ou est-ce qu'on doit trancher absolument? Non, j'ai pas prévu, donc on doit trancher. Ah, tu n'as pas prévu. Et ben voilà. Et ben du coup, il va falloir trancher. Alex, ce que je te propose pour le coup, c'est qu'on parte sur peut-être le groupe le plus profond, qui est celui Ouais, des Patriots. c'est ce que j'allais dire, plus de profondeur. Donc c'est peut-être ça qui fait la bascule. Et ben voilà. Toute Euh, petite bascule, mais voilà, c'est ce qu'il faut toute choisir. petite bascule, évidemment. Théophane des Vikings nous dit un vrai pro bowler comme Shader Sanders, évidemment. Shader Ou Keshawn Sanders, Nixon. Ou qui Keshawn Nixon. rejoint ouais, Tyler Huntley dans les grands. Je pense que Shader Sanders, d'ici 2 ans, il est Hall of Fame. Hein, ils vont changer les règles pour lui. Bref.
Vous êtes l'album de la maturité. C'est très gentil, Biswerski. Donc, pour le coup, on vote pour les Patriots qui égalisent, mais ce Super Bowl va être extraordinaire. Si ce Super Bowl est à l'image de nos postes par poste et qu'on a 6 changements de leader, etc., ça va être extraordinaire. Bien plus intéressant que celui de l'année dernière. Et même en étant supporter de l'équipe qui gagne, je peux vous jurer qu'un Super Bowl à 34-0, ça fait pas rêver, rêver. On va arriver aux defensive backs. Les defensive backs. Alors là encore, on a du monde. Je vais pas dire qu'on a un match, mais on a du monde. Quand même, du côté des Patriots, on a Christian Gonzalez, un des meilleurs cornerbacks de la ligue. On a Marcus Jones, Craig Woodson, Jalen Hawkins, Carlton Davis, l'ancien Buccaneers. Notamment, je donne évidemment les principaux noms. Du côté des Seahawks, on a Devon Witherspoon, on a Kobe Bryant. Et oui, Kobe Bryant, incroyable. Je ne ferai pas de blague là-dessus. On a Julian Love, on a Josh Jobé et on a Nick Emanwori. On va aussi mentionner Tariq Woolen qui a un Ah peu oui. perdu sa place de titulaire alors qu'il était considéré en tant que rookie comme une superstar à venir de la ligue. Bon, mais ça reste un très bon cornerback. Et je mentionne aussi Tai Okada, le safety qui s'est révélé cette saison alors qu'il vient de Montana State ou une autre université que personne ne regarde et qui vraiment a explosé alors qu'il n'était même pas drafté, si je ne dis pas de bêtises. Alex, est-ce que je peux dire que, encore une fois, le meilleur joueur intrinsèquement est peut-être du côté des Patriots, mais alors par contre en profondeur, les Seahawks, ça fait peur. Les Dans le bon Seahawks, sens du terme. ça fait méga peur. Alors, on n'est pas sur la Legion of Boom, mais on a du matos quand même, hein. Honnêtement, parce que Christian Gonzalez, super corner, peut-être top 5 large, peut-être même top 3, peut-être même plus. Devon Witherspoon, c'est pas un manchot quand même, hein. C'est des joueurs qui sont arrivés l'un après l'autre à la draft, donc ils ont un an d'écart. Euh, pour moi, c'est un peu, enfin, c'est les deux leaders de leur ligne respective. Il y a plus peut-être de coups d'éclat, ou en tout cas, il est peut-être plus reconnu aujourd'hui comme au-dessus pour Gonzalez, mais Witherspoon, c'est pas du tout un manchot. Tariq Woolen, tu l'as dit, super première saison, un peu dans l'ombre cette année. Grosse bêtise la semaine dernière avec un flag pour taunting ou provocation qui aurait pu coûter excessivement cher. Pour autant, ça peut être un playmaker assez incroyable. Il peut faire la bascule clairement sur une interception. Alors, Josh Jobé, qui lui a un peu pris la place, moins playmaker, par contre, c'est statistique. Enfin, 12 ballons déviés dans la saison, c'est quand même pas anodin. Et alors, la paire de safety, bah, je suis désolé, mais pour moi, c'est là que va faire la différence. Julian Love, hyper solide safety, régulier, depuis même qu'il était aux Giants, c'était un des meilleurs joueurs des Giants. Et Nick Emmanwori, peut-être défenseur, enfin rookie défensif de l'année, en tout cas, il sera pas loin. Euh, Très gros match de playoff encore la semaine dernière. Donc voilà, ça enlève rien aux qualités qu'il peut y avoir aux Patriots. Carlton Davis, c'est un très bon cornerback numéro 2. Euh, le Nickelback, là, le nom m'échappe, mais c'est aussi très solide. Euh, mais la paire de safety, c'est quand même bien en dessous, je trouve. Oui, tu parlais de Marcus Jones, je Voilà, pense. Marcus. En fait, je sais que c'est Jones, mais il y a Ouais, tellement mais eu le de Jones problème, aux c'est Patriots, ils se ils sont ont eu succédés. 19 Jones en 3 saisons. Donc, Voilà. à un moment, je veux bien, mais on va l'appeler Jones, et puis voilà. Et puis, si c'est Voilà, pas entre lui, ça sera Marcus, donc son Josh, enfin frère. voilà, Non, donc non, c'était mais pour éviter c'est. de dire une ânerie. Mais sur la paire de safety que ça se fait. Honnêtement, c'est presque des no-name un peu les safety des Patriots, en tout cas au début de la saison. Ils ont fait une saison solide, mais les deux autres, enfin alors on n'est pas encore une fois, on n'est pas sur Earl Thomas et Cam Chancellor, mais on a des héritiers, des prétendants héritiers quand même qui sont pas vilains du tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je la trouve vraiment terrifiante, cette ligne défensive arrière. Parce que voilà, Tariq Woolen, c'est le cornerback numéro 3 déjà, ça te dit tout. Euh, Emmanuel bah, c'est déjà un des meilleurs safety de la ligue après seulement sa saison rookie.
Witherspoon. C'est marrant à quel point, il y a 20 ans, le poste de nickel cornerback déjà n'existait presque pas parce qu'on jouait avec trois linebackers et c'était vraiment que en troisième tentative. Maintenant, quasiment toutes les équipes jouent avec un nickel package. Et c'est presque aussi important que les cornerbacks extérieurs. Ces hommes à tout faire. On pense à Cooper DeJean, on pense à d'autres joueurs qui ont vraiment transformé des défenses. Witherspoon, il est incroyable. Toute cette ligne est incroyable. Et il y a deux joueurs par poste qui pourraient être titulaires en NFL. Trop de profondeur. Trop de profondeur pour passer à côté. Et donc, ça sera un vote franc et massif Absolument. pour les Seattle Seahawks qui remportent les lignes arrière de la défense. On arrive maintenant aux équipes spéciales. Alors là encore, notre cher Marcus Jones, il est impliqué, évidemment, au niveau des équipes spéciales, puisque c'est le retourneur de punt. On a un jeune kicker du côté des Patriots avec Andrés Borregales qui nous a fait un total de 27 sur 32, 84% de completion, ce qui est pas énorme dans la NFL d'aujourd'hui. On parlera aussi du punter Bryce Baringer. Du côté des Seahawks, bah, évidemment Rachid Shaheed. On ne peut pas passer à côté de ça. Rachid Shaheed qui a été, qui est peut-être le meilleur retourneur de la ligue. Je suis désolé de dire comme ça, mais il y a pas beaucoup de débats. Torrey Horton qui fait le travail également. George Olani aussi sur les kick return. Au niveau du kicker, Il oui. est revenu, Horton, ou il est toujours blessé? Je suis pas sûr qu'il soit T'as, là, hein. t'as raison que Horton il ne reviendra probablement pas. T'as raison qu'il est sur hier. Au niveau du kicker, Jason Myers, à ne pas confondre avec, c'est quoi, Michael Myers? Bon, Ouais. bref. En tout cas, il nous a fait du 41 sur 48, 85% de réussite, donc très proche de notre cher ami Borregales. Et le punter, c'est quand même un des punters les plus connus de la ligue, Michael Dixon. Bon, on peut en discuter si tu veux, hein, mais Non, il n'y a pas besoin, je pense. le meilleur retourneur, le meilleur kicker et le meilleur punter, ils Alors, sont, je ils pense que sont ouais, de... sur les kickers, ça peut se discuter, Ouais, même ok. si Myers a l'expérience pour lui, ce qui peut faire quand même une différence à ce moment-là. Par contre, voilà, Dixon, il est capable de te mettre la balle 3 ou 4 fois de suite dans les 5 yards adverses, ce qui déjà est un avantage. Et puis voilà, Shahid, il en a marqué un, je crois, hein, de coup de pied, enfin de retour de coup de pied pendant ses playoffs, Ah bah oui, contre San mais Francisco, je pense, hein. contre San Francisco sur le coup de pied d'ouverture. Et puis même dans la saison régulière, je crois qu'ils avaient un retour de kick-off pour touchdown et deux retours de punt pour touchdown, qui étaient tous les deux meilleures marques de la ligue, égalité avec d'autres équipes, mais Mm. ce qui veut quand même dire les choses. Moi, de toute façon, avant la finale de conférence, j'avais dit les équipes spéciales vont décider de vainqueur entre Seahawks et Rams. C'est plus ou moins ce qui est arrivé quand même, parce que bon, la différence à la fin. Ça reste ce punt relâché. Bon, bref. Je trouve là encore Quel les crime. Patriots. Non, mais les Patriots, c'est pas mauvais. Attention, hein, je suis pas. Ça reste une équipe très bien coachée et des équipes qui sont très bien coachées par des entraîneurs durs au mal comme Mike Vrabel, c'est très efficace. Malgré tout, le côté explosif. Tu me dis demain, il y a eu un touchdown en équipe spéciale. J'aurais tendance à penser qu'il vient des Seahawks. Je suis assez d'accord avec toi. En plus, avant l'arrivée de Shahid en cours de saison, donc c'était Horton qui était aux affaires en retour de coup de pied. Et de mémoire, parce que je fais le journal des rookies, il me semble bien qu'il en a marqué au moins un. Ce qui prouve que les squads d'équipe spéciale, elle sait faire le job pour faire les espaces pour le retourneur. Donc, bien sûr, il y a le talent de Rachid Shahid qui est indéniable, mais en plus, ses coéquipiers, ils savent l'aider. Donc, il y a une équipe qui marque au moins 2 ou 3, je sais plus combien tu as dit, de retour de coup de pied avec des mecs différents. C'est qu'il y a quand même une escouade qui est quand même hyper bien gérée et qui sait faire le job. Et ça arrive quand même assez régulièrement au Super Bowl. J'en ai au moins 3 en tête là sur les Super Bowls des 15 dernières années. Donc c'est pas un paramètre qui est à prendre à la légère. Je suis d'accord. Globalement, on a deux équipes solides. Il y en a une qui est un petit peu plus solide que l'autre.
Et donc le point des équipes spéciales qui va aux Seattle Seahawks qui remporte ce match défensif par, enfin défense et équipe spéciale du coup par 3 points à 1. Là pour le coup il y a un écart qui commence à se creuser. J'ai vu que ça commençait à parler de surcoté Manouori, très moche. On va avoir un Oh, problème, toi et moi. On va devoir en discuter parce que là, je ne suis pas d'accord. Et on fait un là, petit quand coucou même. à GM1901 qui dit hors sujet, mais je peux m'empêcher de saisir l'occasion de dire que les épisodes podcast avec Anthony Lablé sont topissimes. Il a raison. Il a raison. N'hésitez pas à aller les voir. Évidemment, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a quand même participé au camp de NFL qui vous parle de NFL. C'est quand même une ressource assez rare de connaissances et ça permet de parler des sujets différemment, de parler de sujets différents et différemment. Donc, évidemment, je ne peux que vous encourager à aller le voir. On va finir par les coachs quand même, parce que c'est intéressant ce qui se passe. Oui. D'un côté, on a Mike Vrabel. Mike Vrabel, incroyable joueur, incroyable entraîneur qui emmène quand même les Titans en finale de conférence. Hein. Ouais, c'est pas anodin. Premier de conférence et finale de conférence avec Ryan Tannehill, si je dis pas de bêtises. Bon, ouais. Donc quand même un joli coach qui a transformé une équipe qui était en 3-14 l'année dernière ou 4-13, quelque chose comme ça. Bon, bref. Ouais. Et de l'autre côté, notre ami, je vais écorcher son nom. C'est Mike McDonald, c'est ça, Ouais. ou McDaniel, je sais plus. Bon, bref, McDonald, voilà. McDonald's d'un côté, McDaniel de l'autre. Bref, McDaniels, McDonald. Bon, Ça bref, fait beaucoup d'Écossais, tout ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Notre ami Mike McDonald, qui mine de rien est un assez jeune coach, hein, c'est sa deuxième année avec les Seahawks. Qui quand même bénéficie d'un coaching staff autour de lui qui fait un très bon boulot. On va y venir parce que les Patriots aussi, mais là pour l'instant on parle des coachs principaux. Et quand même qui a montré que, ok, il manque d'expérience, mais ça lui fait pas peur parce qu'il s'est quand même retrouvé face à Shanahan. Difficile de faire plus expérimenté que Shanahan quand même. Il l'a explosé. Il s'est retrouvé face à McVay. Il l'a battu. Donc quand même, battre sur une campagne de playoff Mike Shanahan et Sean McVay, c'est quand même assez impressionnant, on va le dire. Et avant de te donner la parole, je donne quand même les coordinateurs. Donc, au niveau de Seattle, on a un coordinateur offensif, Clint Kubiak, qui aura peut-être un poste d'entraîneur principal un peu plus tard et qui a vraiment explosé cette année. On a un coordinateur défensif, Aden Durd, et on a un coordinateur des équipes spéciales, Jay Harbaugh. Alors, j'ai pas cherché, mais Harbaugh, bon, à mon avis, hein, Il y a peut-être C'est bien le un. fils de Jim Harbaugh. ah bah j'allais dire l'arbre, le fruit, tout ça. Bon. Du côté des Patriots, on a en coordinateur offensif Josh McDaniels. En coordinateur, L'éternel. en coordinateur défensif, c'est un peu compliqué parce que le coordinateur défensif, c'était Red Williams, mais qui a des problèmes de santé, si j'ai bien compris. Donc c'est pas exactement lui qui gère au quotidien. Enfin bon, bref, on va dire que c'est Mike Vrabel aujourd'hui qui est quand même qui a sa patte là-dessus. Et au niveau des special teams, c'est Jeremy Springer. Je trouve qu'il y a un nom à jouer dans une sitcom des années 2000. Je sais pas, Jeremy Springer, c'est Ça, American Pie, c'est c'est Jerry quelque chose. Springer Show, surtout. Ah, il y a C'est ça Jerry que ça éveille en Springer nous. aussi, oui. Oui, alors moi c'est vrai que ça me l'évoque moins, mais bref, c'est assez rigolo de voir que bah, finalement, quand tu as un head coach très défensif, bah, il faut un coordinateur offensif très solide. Voilà, et tu vas au Super Bowl. Ouais, ça se défend. Ça se défend assez. C'est son combienième de Super Bowl à notre ami Josh McDaniels? Oh bah Parce alors qu'il là, en je a vais te quelques-uns, dire, hein. je sais plus parce qu'il en est à son Alors, troisième passage, hein, si je dis pas de c'est son bêtises. troisième passage, absolument. Et alors, autant il a été d'une médiocrité absolue comme head coach, autant on est obligé de reconnaître que comme coordinateur offensif des Patriots, eh ben ça marche malgré tout.
parce que cette année, c'est peut-être pas le plus inventif, le plus créatif, le plus tout ce qu'on veut, mais il est là. J'en parlais tout à l'heure avec son utilisation des tight ends au Super Bowl. Il en a vu quand même quelques-uns et ça a fait souvent des dégâts. Et cette expérience-là, ces connaissances de ce gros match, au moins peut-être au moins 4 ou 5, 5 au moins, c'est sûr, de Super Bowl joués, dont 3 gagnés au moins. Eh ben, Bah, c'est il pas. a gagné techniquement les 6. Alors après, pas les 6 en tant que coordinateur Voilà. offensif. Je pense qu'il doit Puisque commencer contre Seattle, peut-être, justement, il y a 10 pendant le ans. premier triplé, il est assistant défensif puis entraîneur des quarterbacks. Il devient coordinateur offensif en 2006. Et les 3 Super Bowls, c'est 2001, 2003 et 2004. Je parle des saisons, je parle Les pas premiers, ouais, de... bien sûr. Voilà. Donc 2001, 2003, 2004. Donc là, il est d'abord assistant de personnel, puis entraîneur des quarterbacks. Et par contre, ensuite, il est coordinateur offensif de 2012 à 2021. Et là, du coup, il remporte le deuxième triplé en tant que coordinateur offensif. Voilà, donc c'est quand même pas anodin. Quand tu mets Mike Vrabel à la tête de l'équipe et Josh McDaniel pour gérer l'attaque et ce que ça peut impliquer. Donc Josh McDaniel, c'est le coordinateur offensif du comeback 28-3. Hein. Je suis désolé de le rappeler pour les supporters des Falcons, mais c'était quand même lui qui était derrière ça, hein, mine de rien. Même si Tom Brady, tout ce que vous voulez. Donc il sait y faire. Il a eu tous les scénarios possibles, donc il sait y faire. Ça, c'est pas vraiment pas anodin. De l'autre côté, on a les deux petits génies. On a McDonald, le génie défensif que tout Baltimore pleure d'avoir laissé filer. Et on a Clint Kubiak, le nouveau phénomène, qui avait déjà fait des coups d'éclat aux Saints l'année dernière, en début de saison au moins. Et cette année, bah, on en a parlé avec Darnold, on en a parlé avec Smith-Njigba, on en a parlé avec Walker. Bah, il les fait briller, il sait les mettre dans les meilleures dispositions et c'est un excellent coordinateur offensif. L'avenir nous dira s'il il fait un très bon head coach l'année prochaine ou au pire là, en 2027. Mais voilà, tu as les deux dinosaures contre les deux jeunes loups, ou les vieux lions contre les jeunes loups. Donc c'est euh, c'est un affrontement qui est assez sympa, je trouve. Ça va vraiment être opposition de style. Et s'il faut voter, là, c'est compliqué. On rappelle que Clint Kubiak, c'est évidemment le fils de Gary Kubiak, hein, qui a remporté le Super Bowl avec les Patriots, les Les Broncos de Broncos, le Peyton Super Bowl Manning. 50. Ouais. Voilà, et qui a longtemps été entraîneur des Texans aussi. Donc quand même, mine de rien, d'avoir un papa qui a déjà gagné le Super Bowl, il peut te donner deux, trois nuggets, comme diraient les Américains. Donc du Aussi. coup, est-ce que, comme de toute façon, on n'a pas de visuel, est-ce qu'on peut dire que là, on fait match nul? Euh, ouais, je pense que c'est c'est vraiment deux styles différents. Donc en fait, c'est un parti pris. Soit tu préfères l'expérience poussée à l'extrême, soit tu préfères les jeunes ambitieux avec les nouveaux préceptes, etc. Donc il n'y a pas factuellement quelque chose qui différencie le binôme. Je parle que de binôme parce que on a le cerveau défensif comme head coach et le coordinateur offensif comme voilà, qui fait l'attaque. Les autres, c'est un peu satellite. Donc match nul. Donc match nul en attaque, la défense pour les Seahawks. Enfin, défense et équipe spéciale pour les Seahawks. Match nul au niveau des coachs. Alex, bravo aux Seahawks qui remportent le Super Bowl 60. Écoute, en tout cas, je pense que clairement, ils sont favoris. Il y a pas, ça a Ah beau être bah, selon serré, ça a Vegas, beau ils être sont serré, bien bien favoris, ouais. ça Ouais. a beau être serré. On a beaucoup lu ces dernières semaines que n'importe quelle équipe NFC gagnerait le Super Bowl parce que la l'AFC était en ruine. C'est pas si simple, mais quand même, il y a une supériorité qui se dégage et une facilité du côté des Seahawks enfin, c'est leur année, ils sont indestructibles. Et pourtant, Dieu sait que j'étais pas très emballé au début des playoffs, notamment à cause de ce que j'ai dit sur Darnold. Mais là, la machine est quand même bien huilée. Ouais, alors évidemment, on rappelle un message de service parce que quand les Patriots ont gagné le Super Bowl, on va avoir 15 mecs qui vont arriver en mode alors, vous n'avez pas cru en nous? On rappelle que les Patriots de 2007, du coup, qui étaient invaincus hein, jusqu'au Super Bowl, c'est probablement la meilleure équipe qu'on a jamais vue
de notre vie en termes de football américain et ils ont perdu au Super Bowl. Donc tout est possible. On n'est pas en train de vous dire que les Seahawks ont déjà match gagné. Ça se saurait. En 2017, Nick Foles avec les Eagles, il doit pas gagner le Super Bowl. Qu'on soit clair. Et on en a plein des Bah, exemples. les Seahawks contre les Broncos en Oui, Super Bowl pareil, voilà, ils 48, doivent ça se doit pas faire faire ça. détruire par Peyton Manning. Ils gagnent Voilà. 43-8. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même en soi, les Broncos de Manning qui ne peut plus lancer la balle, ils doivent perdre contre les Panthers qui sont à 15-1 dans la saison régulière. Donc voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Je pense que ça va être plus équilibré que certains le pensent. Mais je pars aussi vers les Seahawks. Je vais partir, moi, je vous dis, sur un 28-24. Voilà. Ouais, bah, ça serait sympa, au moins ça va jusqu'au dernier drive, ça. C'est des scores qu'on aime. Ça serait un peu plus sympa que l'année dernière, où honnêtement, pour un supporter neutre, ça a dû être évidemment. Mais Alors, 28-24, c'est pas le score du dernier Patriots Seahawks? alors, c'est le score du Oh, dernier le petit Patriot troll. Seahawks. Ce qui me permet quand même de dire que, personnellement, ce n'est qu'un avis personnel, je sais qu'il y en a qui vont parler du Patriots Falcons, etc. Je pense qu'en termes de qualité de jeu, le Patriots Seahawks, c'est le plus beau match, le plus beau Super Bowl que j'ai vu de ma vie. En termes de qualité des deux côtés, en fait. Donc, Il faudrait que je revoie tout pour te répondre, mais de mémoire, c'était quand même. Ouais, c'était deux équipes assez incroyables. parce que le problème de Patriots Falcons, c'est qu'en fait, les deux équipes jouent pas en même temps, quoi. Tu Oui, vois, oui, c'est tu vrai. vois Non, ce non, que je mais veux tout dire. à fait. Tandis que là, les deux équipes jouent en même temps. Un peu, certains vont me parler du Steelers Cardinals aussi. Pourquoi pas, hein. C'était Ouais, mais effectivement très serré la aussi. dramaturgie de la dernière minute avec le catch de Jermaine Kearse qui est invraisemblable et derrière l'interception, alors que tout le monde attend la C'est course ça. pour la victoire, c'est cette dramaturgie-là qui fait que C'est c'est le ça, point parce que final des d'un match. matchs à la dernière seconde, bah, le premier triplé des Patriots, ils battent les Rams à la dernière seconde et ils battent les Les Panthers à la Panthers, dernière ouais. seconde. Mais, mais par contre, c'est vrai que oui, cette interception, Marshawn Lynch, qui aurait dû courir, blablabla, tout ça. Voilà, ça reste un débat éternel qui agite la fanbase des Seahawks depuis des années et des années. Alors, ce qui est bien, c'est que les Patriots, ils aiment bien doubler leur Super Bowl, hein. Ils ont fait 2 fois les Rams, ils ont fait 2 fois les Eagles. Maintenant, ils font 2 fois les Seahawks. On verra ce que ça donne. Pousse un fou qui dit l'année dernière, je m'étais à moitié endormi malgré 4 cafés. Alors moi, non, parce que j'étais au champagne, mais je comprends. Je peux comprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose que je crois que j'ai raconté à une époque, mais comme j'étais extrêmement malade à l'époque, je me suis couché à la fin de troisième quart-temps du Patriots Falcons. Voilà, pour, euh, pour Merde. l'anecdote. Bref, c'est un autre débat. Merci Alex. Merci à toi, merci Camille. Merci à Camille Saraben, la star. N'hésitez pas à lui envoyer des cœurs. Et n'hésitez pas à envoyer des abonnements, évidemment, en disant merci Camille, hein, parce que c'est lui qui maintient tout ça en vie. Évidemment, vous pouvez retrouver, si vous avez loupé le début d'émission, en replay sur toutes vos plateformes, sur YouTube, évidemment. Vous pouvez aller voir les podcasts qui sont nombreux, évidemment. Il y a la preview qui va arriver demain, il y a le débrief des finales de conférence, il y a le roulé jeunesse, il y a tout ce que vous voulez, évidemment, plein d'articles Il y a la fantaisie également. pendant la saison aussi. La fantaisie pendant la saison, mais là cette semaine, bon, je suis d'accord, mais d'habitude je annonce pendant les, C'est les gentil, débriefs la merci. fantaisie, mais là malheureusement la fantaisie n'existe plus, en tout cas plus pour le moment. Et voilà les articles, vous avez évidemment en semaine Super Bowl plein d'articles, et surtout, mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'homme qui va partir au Super Bowl puisque c'est Alexandre Locke accompagné de Raoul Villeroy qui vont couvrir ce Super Bowl à San Francisco. Tu pars quand, Alex? On part dimanche. On Ah bah part c'est bien. dimanche. Ouais. C'est bien parce que le lundi, en général, il y a la première réception d'ouverture qui est plutôt pas mal, qui mange bien.
Donc, faut pas louper ça, évidemment. La média partie, les interviews des équipes, 3 interviews par équipe si cela n'a pas changé. C'est toujours le programme, en tout cas, qui est annoncé. Les différentes, les balades dans le Radio Row entre les légendes de la NFL. Évidemment, peut-être l'annonce de la France en tant que terrain NFL durant la conférence internationale. Spoiler, c'est Australie qui sera annoncé. Mais voilà. La France, peut-être, pourquoi pas l'année prochaine, ça c'est un autre débat. Écoute, Donc si on en tout croise cas, Roger, on lui demandera. Ça, c'est sûr, on écoute, lui demandera. on te fait confiance. J'ai eu la chance moi aussi de partir à deux. C'est quand même beaucoup plus convivial. J'étais parti avec Mathieu Pasquier qu'on embrasse. Donc profite et ramène-nous des belles images. Évidemment, tu auras des petites pastilles journalières comme je Ouais, faisais on va essayer de avec vous faire Alain la à meilleure l'époque. couverture possible avec Raoul, avec ouais, effectivement des émissions régulières, et puis on essaiera de faire pas mal de contenu pour vous faire suivre et vivre un peu l'événement. Et s'il te plaît, fais qu'il n'arrive pas en tongs à la conférence de presse. S'il te plaît. Je vais faire ce Bref, que je peux. si vous êtes des anciens du podcast, vous savez que voilà, hein, Raoul a un style vestimentaire très très autrichien, on va dire, germano-autrichien. Bref, merci à tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Salut, salut, et passez une très bonne soirée.